parler de mon expérience en maîtrise. C'est une recherche que j'ai effectuée dans une école alternative. Ça s'intitule « La dynamique de la collaboration entre le personnel enseignant, la direction et les parents dans une école primaire alternative au Québec ». Donc, le plan de la présentation, c'est une petite introduction, le contexte général, puis qu'est-ce qu'une école alternative, le fonctionnement, les principes, les questions de recherche, suivi des résultats de recherche, notamment en lien avec les pratiques de collaboration dans l'école visées par la recherche, objectifs, types et formes, et les facteurs facilitants et entravant cette collaboration, et finalement une petite conclusion. Comme ça, est-ce que ça va? D'accord. Donc, moi, je suis issue d'une famille d'enseignants, donc dans un contexte de guerre. Mon père était convaincu que ce n'est pas l'éducation qu'on change les mentalités, que la guerre peut cesser un jour. Donc, la communication avec le ministère de l'Éducation à l'époque, c'était impossible. Donc, il a ouvert l'école publique dans un étage de la maison familiale. Il a commencé avec 12 élèves. Il a dirigé par la suite l'école jusqu'à à peu près une quinzaine d'années. Et il a quitté l'école suite à des problèmes politiques pour occuper un poste de directeur par intérim dans une autre école. Là où je travaillais, moi, c'était mon premier contrat d'enseignement. Et également, les problèmes politiques s'entremêlent toujours à l'éducation chez nous, malheureusement. Donc, c'était chaque jour, c'était en bataille. On ne peut pas enseigner. La communication n'existait pas. La communication n'existait pas entre tous les intervenants. C'était tellement difficile de travailler dans un milieu comme ça. Donc, j'ai dû conclure prématurément mon contrat et aller continuer mon année dans une autre école en acceptant un contrat à temps partiel. Dans la même école, dans l'autre école, c'était vraiment une école parfaite. Je veux dire, ça s'appelle une école exemplaire, en fait. C'était une école où la collaboration existait vraiment entre tous les intervenants et intervenantes, et c'était tellement différent de la première école. Donc, venant ici, en immigrant ici, la reconnaissance des expériences et des études antérieures, c'était problématique. Donc, je dois retourner aux études. J'ai suivi ici même à l'UQAM des cours en propédeutique en littérature française. Et en chemin, je me suis persuadée que je dois me retourner vers l'éducation. Donc, je me suis inscrite à l'Université de Sherbrooke pour faire une maîtrise en sciences de l'éducation. Et j'ai choisi la collaboration comme sujet. Et en lisant ensuite un article dans Le Devoir qui parle des écoles alternatives, j'ai dit, c'est bon, il y a vraiment une collaboration dans ces écoles. Je veux cibler la collaboration dans les écoles alternatives. Et vu le rôle des parents et surtout la collaboration existant entre écoles et parents. Et là, en choisissant ce sujet, j'ai dû confronter toute une vague de rumeurs. On m'a dit que l'école alternative, ce n'est pas du sérieux. C'est là où les élèves dessinent sur les murs. Ou bien c'est une école aussi, c'est juste pour les enfants qui ont des problèmes spécifiques. Ou bien à l'école alternative, on n'apprend vraiment pas grand-chose. Donc je dis d'accord, il faut aller chercher pour voir est-ce que c'est vrai ce que ces gens disent, parce que parfois ce sont des enseignants encore qui disent ça. Donc qu'est-ce qu'une école alternative? Mon premier concept clé. Donc, l'école alternative, selon le Conseil supérieur d'éducation, c'est en raison de son orientation et de ses moyens qu'elle met en œuvre, offre une approche et des services éducatifs notamment différents de ceux des autres écoles publiques. Selon le REPAC, le réseau des écoles alternatives publiques au Québec, il voit l'école alternative comme ça, dans un esprit d'ouverture à l'innovation et en s'inspirant de plusieurs courants en éducation, donc où il y a un environnement adapté à ses besoins et à ses intérêts, une équipe éducative composée d'élèves, de parents, d'enseignants, pour l'aider dans son développement global et dans la définition de son choix, de ses propres objectifs d'apprentissage, afin de lui permettre de réussir sa vie et de contribuer à la collectivité élargie. Mon deuxième concept clé, c'était la collaboration. Donc, la collaboration est plus qu'un simple partage de temps, d'espace et de ressources
afin de réaliser ensemble un travail ou un projet. La collaboration est un engagement commun des partenaires à résoudre des problèmes ensemble, à travailler ensemble pour co-enseigner, préparer, élaborer des plans d'action et fournir de l'aide aux collègues. Donc, les racines de l'école alternative, ça vient de l'éducation nouvelle. Donc, c'est un mouvement ou une pédagogie qui respecte les besoins, les intérêts et les capacités des élèves, de chaque étudiant. Donc, elle touche à tous les domaines de la vie, éducatif, intellectuel, artistique, physique, manuel et même à l'enseignement de la vie sociale. Donc, selon Cresson, il dit que l'enfant doit utiliser son cœur, son esprit et son corps pour apprendre. Donc, parmi ces courants qui ont formé l'éducation nouvelle, on se trouve avec Freinet, avec Ferrière, avec Cousinet, l'école active, l'école moderne. Donc, toutes ces écoles, même s'ils sont différents dans quelques instruments, mais toutes ces écoles, ils se focalisent sur l'enfant, sur ses intérêts, sur ses capacités, et surtout, ils évoquent le rôle d'un enseignant qui doit accompagner, aider l'enfant, et disent que l'apprentissage, ce n'est pas une accumulation de connaissances. L'enfant doit lui-même chercher les réponses. Allons voir maintenant au Québec un regard sur les écoles alternatives. Donc, à titre d'exemple et pas un titre exhaustif, on parle de Paré pour une pédagogie ouverte, de Coët pour la pédagogie joyeuse et pour Paquette pour la pédagogie ouverte et interactive. Donc, ces trois pionniers ont également contribué à fonder, à élargir le champ des écoles alternatives au Québec. Donc, en 1992, les enseignants et parents se sont sentis un peu marginalisés, isolés par le système. Ils se sont décidés de s'associer dans un réseau, dans un groupe qu'ils appellent le GoELAN, le groupe œuvrant pour l'école libéralisante, alternative, novatrice et démocratique au Québec. Donc, il s'est remplacé par le REPAC en 2002, dont ses objectifs étaient de représenter les écoles publiques auprès du ministère, des commissions scolaires et des médias. C'est d'entretenir un réseau d'information entre les écoles alternatives et soutenir surtout la création de nouvelles écoles alternatives au Québec. Donc, le fonctionnement de l'école alternative, en gros, donc, d'abord, on a des groupes multi-âges dans la classe afin de limiter la compétition entre les enfants. Et chaque enfant se développe selon son rythme. On a l'aménagement des classes qui change continuellement selon les projets des élèves. On parle des activités surtout de trois types. Le projet personnel, les activités ouvertes et l'atelier. On parle d'une planification quotidienne ou hebdomadaire. On parle d'une école alternative qui est toujours en train de chercher de nouvelles méthodes pour améliorer l'éducation. Et on a deux types d'évaluation. Une évaluation formative faite par l'enseignant, le parent et les élèves, et l'élève lui-même aussi, et une évaluation faite par compétence par l'enseignant. Les principes de l'école alternative, le REPAC avait annoncé en 2005 les principes clés, 10 principes clés. Ensuite, en 2014, on a vu un nouveau document qu'ils ont publié qui annonce 17 conditions. Donc, un petit regard sur ces deux tableaux. Donc, ça met en évidence une communauté coéducative, une équipe d'intervention de parents et enseignants, des parents coéducateurs, d'âges multiples, d'évaluation multipartite. Donc, on a toujours cet esprit de collaboration qui s'introduit, qui s'affiche, surtout maintenant dans les principes des écoles alternatives. Donc, ce qui m'amène aux questions des recherches. Donc, ma question principale, c'était comment se vit la dynamique de la collaboration entre le personnel enseignant, la direction et les parents dans une école primaire alternative québécoise. Les questions spécifiques étaient quelles sont les pratiques de collaboration, notamment les formes, les objets et les types de collaboration qu'on peut rencontrer. Quels sont les facteurs qui facilitent et entravent cette collaboration? Et quel rôle peut jouer chacun des intervenants et des intervenantes dans la mise en œuvre de la collaboration? Donc, un regard sur... certainement, on ne peut pas faire une recherche sans avoir de sources scientifiques. Et là, c'était vraiment un défi parce qu'il y a très peu de recherches scientifiques portant sur les écoles alternatives au Québec.
Donc, j'ai pu utiliser une base des recherches qui sont faites dans des écoles régulières et puis m'adapter avec la réalité des écoles alternatives. Donc, les résultats de la recherche, donc en lien avec les pratiques de collaboration, les formes de collaboration. Donc, il y en a la forme de collaboration formelle, ce sont les réunions planifiées à l'avance, les comités, les évaluations. Et on a beaucoup de collaborations, j'ai beaucoup trouvé de collaborations informelles, que ce soit entre les enseignants ou bien entre les enseignants et les parents et entre les parents. Les types de collaboration que j'ai pu observer, donc ça va de plus simple au plus complexe, allant de niveau 1 au niveau 5. Donc, on parle la conversation et l'échange, l'aide et l'assistance, la mise en commun, la coopération, la collaboration incluant le partenariat, la coéducation, la cogestion, l'implication des parents et réfléchir ensemble comme enseignants, direction et parents sur des sujets éducatifs. Les objets de collaboration, on a pu identifier 3 types d'objets. Donc, les objets d'ordre organisationnel, les objets d'ordre pédagogique et les objets d'ordre professionnel personnel. Donc, dans l'objet d'ordre organisationnel, c'est sûrement la planification, les calendriers, les horaires, les séances d'information pour les parents. Pour les objets d'ordre pédagogique, on a les activités scolaires et parascolaires, on a les projets pédagogiques, les ateliers, les évaluations des élèves. Et pour les objets d'ordre professionnel personnel, on parle de l'aide informelle, de l'appui moral et les conseils et des échanges anecdotiques. Pour les facteurs qui facilitent la collaboration, donc on a aussi pu répartir 4 groupes de facteurs. Les facteurs reliés à l'environnement externe et interne de l'école, les facteurs personnels, les facteurs liés à l'organisation et au contexte de l'école et les facteurs liés aux relations interpersonnelles. Pour les facteurs liés à l'environnement, la petite taille de l'école, tout le monde se connaît, tout le monde se communique fréquemment. Donc, tous les enseignants et les parents se connaissent par les noms, les élèves, tout le monde. C'est comme une petite société, un petit village qui se connaissent vraiment très bien. La structure de l'école et la croyance vraiment au modèle de l'école. Pour les facteurs personnels, c'est la disponibilité des intervenants. Les enseignants arrivent à l'école à 7 heures, parfois même avant, et restent jusqu'à 7 heures, 8 heures le soir. Donc, c'est quelqu'un qui s'investit vraiment beaucoup dans l'école. Et également les parents, ils sont toujours présents à l'école. L'implication de tout le monde, l'ouverture d'esprit et le fait d'avoir choisi l'école. Ce n'est pas un poste affiché, ils l'ont accepté parce qu'ils vont travailler, c'est un choix personnel des enseignants. Les facteurs liés à l'organisation et au contexte, le style de gestion, donc on parle d'une gestion participative, tout le monde participe aux prises de décision collectives. On parle des organisations pédagogiques, des soirées réflexions sur des sujets éducatifs également, des rencontres spontanées, informelles, quotidiennes, avoir des valeurs et des objectifs communs, et avoir une direction efficace et agréable, ouverture d'esprit pour défendre l'école et croire au modèle pour pouvoir avancer. Pour les facteurs liés aux relations interpersonnelles, on parle d'une communication fréquente, d'une confiance aux autres, l'égalité des partenaires enseignants, parents et direction, ce n'est pas hiérarchique, tout le monde est égal, et surtout avoir de bonnes relations entre tous les intervenants et les intervenantes. Pour les facteurs qui entravent la communication, selon les résultats de recherche toujours, donc les facteurs liés encore à l'environnement externe et interne, c'est la taille de l'école. Puisque tout le monde se connaît, donc ça peut créer des malentendus, des petits problèmes. Instabilité de l'équipe, le changement de direction à chaque 5 ans, donc ça peut instabiliser l'équipe. Une croyance rigide, qui ne sont pas ouverts à amener des petits changements ici et là, s'adapter à la réalité d'aujourd'hui. Les facteurs personnels, le manque de temps, que ce soit de l'équipe école ou des parents. Le manque d'ouverture, la diminution de l'implication des parents dans ce type d'école. Et le fait de ne pas être disponible comme personnel enseignant pour passer beaucoup plus d'heures que prévu dans l'école. Pour les facteurs liés à l'organisation du travail, on parle de l'incompréhension du modèle, le manque de temps, le style de gestion, avoir une direction à temps partiel et ne pas déterminer clairement le rôle de chacun des intervenants. Les facteurs liés aux relations interpersonnelles, on parle de manque de communication et avoir des visions différentes. Le rôle de chacun des intervenants dans une école primaire alternative, on parle de la direction,
On parle du personnel enseignant et des parents. Donc, le personnel enseignant, il doit investir beaucoup de temps à l'école. Il doit considérer le parent comme un partenaire. Il doit établir une relation harmonieuse avec les parents. Il doit travailler avec des groupes multi-âges. Il doit accepter d'être en formation continue. La direction, elle doit accepter surtout de partager le pouvoir avec tous les autres partenaires. Et pour les parents, ils doivent s'impliquer dans les comités, ils doivent s'impliquer dans le suivi scolaire à la maison et à l'école. Ils doivent s'impliquer dans l'évaluation de leurs enfants. Ils doivent s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants et des autres enfants en animant des ateliers. Donc, pour pouvoir terminer, j'ai dû choisir une petite citation que j'étais heureuse de la rencontrer aussi dans un des livres de Charles Cowett. Donc, il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont fils et filles du désir de vie en lui-même. Ils viennent par vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ce n'est pas à vous qu'ils appartiennent. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Et car la vie ne retourne pas en arrière, ni s'attarde à hier. » Merci beaucoup.